nous avons décidé donc d'organiser ce webinaire en partenariat avec le Collège de Paris. C'est en fait le lieu pour nous de faire la promotion du Global MBA, donc, qui est un diplôme délivré par Ascensa Business School. Et c'est un MBA en management des organisations, un diplôme français. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient renforcer leurs capacités dans le domaine du leadership et du management des organisations, c'est un programme qui leur est destiné. Et donc, pour ce webinaire, ce premier webinaire que nous organisons, nous avons donc décidé d'inviter M. Stéphane Ginochio, qui est formateur et conférencier en management. Donc, nous aurons un temps d'intervention autour de 90 minutes. OK, donc c'est un webinaire qui va durer au maximum 90 minutes. Et vous pourrez éventuellement poser vos questions à droite de l'écran. Vous pourrez nous poser vos questions et, si possible, aussi à la fin de la présentation, on pourra ouvrir les micros pour permettre aux uns aux autres d'interagir et poser leurs préoccupations. En cas de problème, n'hésitez pas à rafraîchir votre page, OK, et puis à nous signaler aussi par écrit vos difficultés, soit ça peut être au niveau du son, au niveau aussi de la présentation. Alors, comme je le disais, pour ce qui concerne les intervenants, l'intervenant principal est M. Stéphane Ginochio, professeur permanent au Collège de Paris, formateur des formateurs et conférencier. Il va nous édifier tout à l'heure sur la thématique que nous avons choisie, qui est le management efficace et efficient par les valeurs. Et puis, moi, je jouerai le rôle donc, de modérateur au niveau des échanges. Et pour terminer donc ce webinaire, on donnera la parole aussi à M. Lémé Deto, directeur pédagogique, pour nous présenter un peu le parcours de formation du MBA que nous organisons avec le Collège de Paris. Alors, juste une petite présentation de notre institution. Atlantic International Business School est un établissement d'enseignement supérieur privé qui a été créé en 2014. Nous sommes aujourd'hui dans la 10e année d'existence de notre institution et nous sommes spécialisés dans la formation par alternance et la formation continue. Donc, pour l'année 2024, nous avons autour de 500 étudiants inscrits sur l'ensemble de nos parcours de formation et nous avons aussi une quinzaine d'entreprises partenaires. Ces entreprises partenaires, en fait, nous accompagnent surtout dans l'insertion de nos étudiants. Et pour ce qui concerne le corps enseignant, nous avons une cinquantaine d'enseignants, experts dans divers domaines. Ça peut être la finance, le marketing, les RH et autres. C'est vraiment des professionnels donc, qui apportent une touche pratique à nos parcours de formation et qui donnent une valeur ajoutée au programme proposé par AIBS. En termes de parcours de diplomation, au-delà donc du brevet technicien supérieur que nous proposons, qui est un diplôme d'État, nous avons aussi les licences professionnelles. Donc, pour ce qui concerne les licences professionnelles, nous avons 6 spécialités. Nous avons donc le marketing, la finance, la banque, la gestion des ressources humaines, la logistique et l'informatique. Et pour ce qui concerne le master, nous avons 11 spécialités. Voilà. Donc, je rappelle que notre collaboration avec le Collège de Paris, c'est sur le MBA et nous avons donc comme premier programme MBA que nous commercialisons sur le territoire ivoirien, le Global MBA, qui est un MBA en management des organisations et qui est destiné en fait aux personnes titulaires d'un bac plus 3 dans le domaine du management, du marketing, de la gestion des RH ou équivalents. Si vous êtes un cas d'entreprise ou un entrepreneur et que vous souhaitez renforcer vos capacités dans le domaine du management, être un manager, je vais dire 4.0, 5.0, il est important pour vous de vous inscrire pour ce Global MBA-là. Alors, en termes de motivation, je dirais que l'idée aujourd'hui pour nous, c'est de permettre donc aux travailleurs ivoiriens, aux cadres d'entreprise, d'apprendre les fondamentaux du management à l'ère de la convergence des technologies, d'émerger comme un manager inspirant, capable donc de réaliser la vision de son entreprise et
pour terminer, de pouvoir concevoir et déployer la stratégie globale d'une entreprise. Pour ce qui concerne ce Global MBA là, sachez que c'est un diplôme du Collège de Paris, donc qui est délivré par Ascensia Business School. L'objectif vraiment pour nous, c'est de faire émerger tous les participants comme étant des managers visionnaires capables de transformer leur entreprise en capitalisant sur la convergence des technologies. Et c'est un double diplôme, c'est-à-dire qu'à la fin du cursus, vous obtenez à la fois le MBA délivré par Ascensia Business School et le master spécialisé en stratégie d'entreprise délivré également par Ascensia Business School. Donc, pour valider le diplôme, il vous faudra donc rédiger un mémoire que vous allez soutenir devant un jury. Donc, le MBA dure 12 mois. Donc, on a prévu de démarrer effectivement les cours le 5 février. Donc, le webinaire que nous organisons aujourd'hui est un pan de ce qui va se faire durant tout le parcours de formation. C'est pour ça que nous avons choisi l'un des meilleurs pour vous dire que c'est un programme de qualité, c'est un programme qui va vous permettre vraiment de faire un bon qualitatif. Cela dit, je vais laisser donc la parole à Stéphane pour sa présentation et on pourra revenir par moment pour pouvoir noter, si possible, des questions ou poser des préoccupations. Stéphane, tu as la parole. Merci. Très bien. Eh bien, je te remercie. Je viens de lancer mon partage. Je pense que vous devez l'avoir. Oui, c'est bon. Parfait. Très bien. Ben, en tout cas, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Je suis effectivement enseignant permanent et conférencier au Collège de Paris International et en particulier pour Ascensia Business School. Il m'arrive de faire de la formation initiale ou de la formation continue. Il n'y a pas longtemps, j'ai coaché en care management les responsables des ressources humaines de Alstom, de Bouygues, de sociétés comme ça. Et à la fois, j'interviens au niveau de la formation initiale. Et la semaine prochaine, je vais d'ailleurs former les formateurs en neurosciences et pédagogie, c'est-à-dire comment finalement approcher le management qui est un management entre humains à partir de la compréhension du cerveau humain. Parce qu'en réalité, quand on manage des gens, on est soi-même humain et on gère des humains. Et il y a des réflexes, il y a le cerveau qui nous joue des tours, mais ça, vous allez le voir tout à l'heure. Et je vous propose directement de commencer. Et on va parler aujourd'hui effectivement de valeurs. Comment l'éthique et les valeurs peuvent apporter quelque chose dans cet échange entre humains qui est le management. Et on va l'illustrer encore une fois ici. Manager, c'est avant tout se poser des questions. Pourquoi des valeurs en management? Quel est l'impact des valeurs? Pourquoi des valeurs éthiques? Et comment manager à l'aide des valeurs éthiques? Et pour finir, ces valeurs, est-ce qu'elles sont internes ou elles sont externes? Alors, regardons de plus près et commençons par la philosophie du management. Et en réalité, notre monde aujourd'hui, dans lequel nos entreprises vivent, est VUCA en anglais, en français VICA, c'est-à-dire qu'il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pourtant, la première responsabilité d'une entreprise est de fournir un emploi aux salariés, sinon il n'y a plus d'entreprise. Et donc d'être rentable, durable et résister à ce monde qui est de plus en plus rapidement en mutation. Mais au-delà de cette responsabilité fondamentale, les employeurs doivent aujourd'hui offrir un environnement de travail éthique, propre, sûr et exempt de toute forme de discrimination. Et partons du principe que l'éthique dans le management n'est pas le fruit du hasard ou de contraintes extérieures. La philosophie soutient l'idée que l'entreprise n'a pas de définition éthique imposée par la nature. La culture éthique de l'entreprise est donc une création humaine. C'est donc votre job. Et agir de manière éthique, c'est une des 4 composantes de la pyramide de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Il s'agit d'obligations qui vont au-delà de celles requises par la loi de chaque pays. Manager, c'est aussi prendre en compte les individualités, être attentif à ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. C'est en fait prendre en compte la richesse des différences et s'assurer qu'elles se complètent.
Et Henry Ford disait déjà à son époque, vous savez, c'est le fondateur de la marque Ford, il y a très longtemps aux États-Unis, il a dit les deux choses les plus importantes ne figurent pas au bilan d'une entreprise. C'est sa réputation et ses hommes. Mais aujourd'hui, la dynamique de la motivation a changé radicalement pour refléter les nouvelles exigences du travail des nouvelles générations, les nouvelles attentes des collaborateurs. Et les employeurs engagés dans le processus doivent se concentrer sur la cohésion culturelle et en particulier multigénérationnelle. Et on va voir comment les valeurs nous aident à faire tout ça. Et pour faire face à l'amplification des difficultés, nous devons accroître notre capacité d'innovation dans ce monde volatile. Mais inventer de nouvelles combinaisons face à de nouveaux problèmes implique d'établir de nouvelles connexions entre de nouvelles idées. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'établir de nouvelles relations entre les nouvelles personnes. En effet, la diversité permet une meilleure agilité et cette agilité, elle est proportionnelle au nombre de personnes qu'on consulte, le nombre de personnes qui sont impliquées dans la collecte et l'analyse des informations et même dans la recherche de solutions. Ainsi, pour prospérer, un groupe doit concentrer l'énergie de toutes ses composantes sur le déploiement d'un projet commun dans une vision commune. Mais la performance durable de la capacité à agir ensemble découle d'être ensemble, ce qui n'est réellement possible que si nous pensons ensemble, ce qui implique de nous comprendre les uns les autres. Et à toutes ces étapes, il est essentiel de penser ensemble. Une séquence prolongée de bons résultats est toujours la conséquence d'un travail d'équipe. Ainsi, le succès futur d'un groupe est toujours le résultat de sa capacité à impliquer la diversité de ses composantes dans la résolution des problèmes auxquels il est confronté. Et le développement du groupe et celui de chaque personne dépendent donc de la qualité du savoir-faire pratiqué ensemble dans le tissu relationnel. Agir ensemble, c'est donc être ensemble. Mais être ensemble, ce n'est pas seulement être physiquement ensemble. Rencontrer l'autre n'implique pas seulement de le voir, mais aussi de découvrir ses pensées qui sont basées sur ses connaissances, ses expériences, ses croyances, ses cultures et ses intentions. Être ensemble, c'est donc avoir la capacité de penser ensemble. Penser ensemble ne peut être qu'un échange, mais une manière plus sophistiquée suppose de chercher à comprendre ensemble. Et la conception d'une telle méthode ne doit pas seulement viser la compréhension par chaque personne isolément, mais aussi la convergence des différentes compréhensions isolées et partielles pour former une compréhension collective plus complète. Comprendre ensemble implique donc penser ensemble. Et pour penser ensemble, il faut un mécanisme, une technique, des valeurs qui garantissent que les différentes phases de gestation et de naissance d'une idée soient pilotées sans relâche, sans erreur. Cela implique de définir un processus global qui distribue les rôles et les interactions relationnelles et intellectuelles. Il s'agit donc de définir des références communes, des valeurs, qui permettront à chacun d'écouter la parole de l'autre. Et malgré cela, alors que nous disons tout ça, nous savons que dans toutes les organisations, il est très difficile d'obtenir des résultats importants. J'ai été chef d'entreprise pendant plus de 20 ans avant d'enseigner et je peux vous le dire, même avec une très bonne stratégie, si votre intention n'a pas l'impact que vous souhaitez, vous avez un problème. Et Elisha Cohn, qui est une grande penseuse encore vivante aujourd'hui, dit « Vous êtes l'expert de vos intentions ». C'est sûr, mais c'est juste un début. Parce que tout le monde autour de vous est expert de votre impact. Et diriger efficacement, c'est marier l'intention avec l'impact. C'est-à-dire assurer qu'il y a le moins de distorsion possible entre votre intention et ce que les collaborateurs vont en faire. C'est ça le problème. Et bien sûr,
pour être écouté, il faut être congruent, c'est-à-dire aligner ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et en management, cet alignement est une condition nécessaire à la confiance du collaborateur. Il s'agit d'être le plus cohérent possible. Mais encore une fois, ce n'est qu'un début, parce qu'en réalité, ce que je pense n'est pas nécessairement ce que je dis. Ce que je dis n'est pas nécessairement entendu comme je le souhaite. Ce qui est entendu n'est pas nécessairement compris comme je le souhaite. Ce qui est compris n'est pas nécessairement accepté. Et finalement, ce qui est accepté n'est pas nécessairement fait. Il y a donc un long chemin entre mon intention et mon impact. Et un des plus grands problèmes de toute organisation est la déconnexion entre ce que dit la stratégie et ce que font les gens au quotidien. Car l'efficacité du collectif est le produit de la qualité de la compréhension collective. Chaque composant doit être utile au bon fonctionnement de l'ensemble. La stratégie dit une chose et les collaborateurs comprennent des choses différentes, en décalage avec la stratégie, ce qui entraîne une incohérence massive et des dysfonctionnements. Alors, nous allons voir maintenant comment les valeurs nous aident à réduire ces distorsions. Parce que votre performance, c'est votre potentiel, c'est votre intention, c'est les gens qui travaillent avec vous, mais il faut déduire les interférences. Et ces interférences, il faut les réduire par les valeurs, par exemple. Et on dit souvent les valeurs guident les intentions comme les berges d'une rivière pour éviter la dispersion inutile d'énergie. Donc, voyons comment les valeurs en management. Et pour commencer, sachez que le génie éventuel d'un seul leader, même si c'est un grand leader très connu comme Mark Zuckerberg par exemple, ou Steve Jobs, ne peut produire que des succès ponctuels s'il n'y a pas l'implication du collectif. Et s'il n'y a pas l'implication du collectif, la probabilité que son succès ne soit pas durable et que sa société ne dure pas est grande. Heureusement, dans notre entreprise, nous avons une diversité naturelle et multiculturelle, multigénérationnelle. Mais comme on l'a dit, être ensemble, c'est être capable de penser ensemble. Alors, le premier défi pour réussir ensemble, c'est donc de faire converger les décisions vers une vision commune, mon intention, et qu'il y ait l'impact. Il s'agit de rapprocher des points de vue différents, mais sans critères partagés, il n'y a pas d'analyse partagée. Et pour que les actions des uns soient acceptables et même acceptées par les autres, il est nécessaire qu'on partage tous les mêmes repères à travers lesquels tout le monde pourra ensuite mieux comprendre les intentions de chacun. Regardons ce qui se passe dans nos entreprises au quotidien. Et d'ailleurs, le proverbe chinois dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Il se trouve que dans nos entreprises, il n'y a pas d'idiots. Nos collaborateurs sont des talents. Et pourtant, au début, sans un bon management, tous nos collaborateurs ne regardent pas naturellement dans la même direction lorsque nous pensons, lorsque nous donnons notre vision. Tout simplement parce que nos talents sont des talents, mais ils sont multiculturels, avec des références différentes. D'ailleurs, vous pouvez regarder les grands auteurs du multiculturel. C'est ce qui fait notre richesse, l'individualisme, le temps. Un de mes meilleurs amis camerounais me dit, vous les Européens, vous avez des montres, nous, on a le temps. Et il a raison, on a des points de vue différents et ça nous permet d'approcher les situations de façon différente aussi. Mais ça nous oblige à réfléchir comment mettre en place un management pour qu'il soit efficace pour tout le monde du premier coup, que ce soit mon ami Jean-Claude de Yaoundé ou moi de Paris, et qu'on comprenne du premier coup. Et pour ça, il va falloir garder la force de la diversité et assurer que tous regardent dans la même direction parce qu'ils comprennent et partagent une vision commune. Alors, voyons voir comment faire pour résoudre. Il faut chercher à comprendre, pour commencer. Votre équipe
est nécessairement composé de personnes différentes qui ont un profil psychologique différent. D'ailleurs, Tyby Keller a déposé un process qui est le modèle ProcessCom et qui permet d'établir le profil de vos employés. Je vous invite à regarder tranquillement, je vous enverrai le PDF pour que vous puissiez le regarder. Et il a défini au moins 6 grands types. Tyby Keller, j'ouvre une parenthèse, c'est un monsieur qui a téléphoné et qui a engueulé la NASA quand il y a eu le désastre d'Apollo 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Apollo 13, les gens ne s'entendaient pas, ils ont pris les mauvaises décisions et il y a eu un accident. Lui, il les a appelés en disant qu'il ne fallait jamais mettre ces 3 personnes en même temps. C'est des gens qui n'étaient pas compatibles dans leur gestion du stress. Au-delà de la gestion du stress, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on parle de communication, chaque type psychologique a un canal de communication privilégié, une perception unique du monde, un style de leadership et de management qui lui convient le mieux. En plus, votre organisation est composée de talents multigénérationnels et donc de cultures différentes aussi, en particulier les jeunes, la génération Z, qui d'ailleurs, selon les sociologues, ont plus de points en commun dans le monde que eux avec les générations de leur pays. Donc, vous devez leur prêter une attention particulière. J'ai d'ailleurs même une recherche en cours sur une 7e colonne de la ProcessCom dédiée à la génération Z qui a un canal de communication émotionnel, numérique, mais émotionnel en particulier. Et surtout, la génération Z est motivée par le désir de faire quelque chose d'utile pour les autres ou pour la planète. Et ce dernier point est particulièrement important pour nous, car la génération Z est en quête de sens, de valeurs et même de valeurs éthiques. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il est donc sans doute temps pour toutes les entreprises d'afficher leurs valeurs éthiques afin de convaincre ces jeunes talents de venir et surtout de rester chez eux. J'en parlais encore hier avec des directeurs d'un très grand groupe de casinos européens qui ont une volatilité du personnel infernale. Et je leur tenais exactement le même discours que je vous tiens maintenant sur les valeurs. Avec cette abondante diversité psychologique, générationnelle ou même culturelle, on ajoute encore un problème dans nos organisations. On doit être en mesure de gérer des gens qui remplissent des fonctions, 4 fonctions en particulier, complètement antagonistes. Et pour chacune d'elles, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les valeurs sous-jacentes nécessaires à leur propre fonctionnement sont également antagonistes. Certains veulent collaborer, par exemple la communication, d'autres veulent créer, la recherche et développement, d'autres veulent contrôler, la comptabilité, la finance, et d'autres veulent concurrencer, par exemple les commerciaux. En conclusion, nul besoin de voyager dans notre monde globalisé et interconnecté pour constater que 95% de nos organisations sont ou seront multiculturelles. Et heureusement, car tous vos talents sont différents, ils baignent chacun donc dans un air particulier, qu'ils sont les seuls à respirer et qui les imprègnent intimement, celui de leur propre culture. Et pour commencer, bien sûr, il va falloir, pour travailler ensemble et avoir des résultats durables, accepter l'autre. L'acceptation de l'autre est essentielle parce que la diversité est à la fois un constat, mais un atout, comme nous l'avons dit. Et posons-nous la question, malgré cela, pourquoi tous nos collaborateurs ne regardent-ils pas naturellement dans la même direction? C'est ça le problème. Alors, regardons un peu plus près et cherchons à comprendre le cerveau humain, car bien sûr, malgré nos différences culturelles, nous sommes tous des humains. Vous, moi, vos équipes, nous sommes tous des humains et notre cerveau peut nous jouer des tours. Et d'ailleurs, vous allez le voir. Regardez comment ça fonctionne. Regardez cette image. Pour certains d'entre vous, les fleurs tournent devant vos yeux. Et pourtant, il ne s'agit qu'une image statique sur papier. En réalité, votre cerveau vous joue des tours. D'ailleurs, essayez de lire la ligne qui est au-dessus. Et vous êtes tous en train de lire selon une étude de l'université de Cambridge. Ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit.
En réalité, votre cerveau s'autorise à changer les mots pour son confort. Et en réalité, notre néocortex, qui est la dernière partie fabriquée de notre cerveau, préfère toujours instinctivement la solution la plus confortable pour nous. C'est comme ça que notre espèce a survécu. Mais même s'il doit tricher avec la réalité. Et je vais aller plus loin. Maintenant, imaginez un éléphant rose. Vous avez tous imaginé un éléphant rose et pourtant, juste, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais vous avez toutes et tous dans votre tête l'image d'un éléphant rose parce que dans votre bibliothèque du cerveau, vous êtes allé rechercher ce qui ressemblait dans une histoire qu'on vous a racontée, dans ce que vous pensez, vous allez rechercher un éléphant rose. Et le vôtre est forcément, nécessairement différent du mien. Ça veut dire que si votre éléphant rose est différent du mien, c'est qu'on n'a pas la même bibliothèque. Si on n'a pas la même bibliothèque, ça veut dire que moi, manager avec mes équipes, je n'ai pas la même bibliothèque qu'eux. Ça veut dire que c'est juste un point de vue différent, une interprétation différente du réel. Chacun a sa réalité. Alors ça, c'est génial, parce que bien sûr, si on n'a pas plusieurs points de vue, on comprend moins bien le réel. Et ici, si vous prenez l'équipe orange, elle n'aurait vu qu'un carré, l'équipe bleue n'aurait vu qu'un cercle, et les deux en même temps comprennent que c'est un cylindre. Ça, c'est dans un monde parfait. Mais les perceptions opposées peuvent aussi être source de divergence et peut-être même d'une incompréhension collective qui va m'embêter quand je vais montrer la direction de mon intention. Ici, est-ce que vous voyez un 6 ou est-ce que vous voyez un 9? Et en réalité, vous avez le droit de voir un 6 et d'autres de voir un 9 et les deux sont vrais. Et c'est là le problème. Comment faire en sorte que nous ayons des points communs? Puisque dans les relations humaines, et c'est encore plus vrai en management, il faut savoir qu'il est impossible de ne pas communiquer, mais en plus, il est pratiquement impossible d'être totalement clair, car notre message est modulé par notre filtre culturel dans notre bibliothèque. Le choix des mots, des expressions n'est jamais le fruit du hasard. Et il en va de même pour la personne qui reçoit le message, qui finalement est distordu deux fois. Et vos talents sont des talents interculturels qui sont naturellement capables de déformer votre intention, vos paroles, votre vision à travers votre propre filtre, à travers leur propre filtre à eux. Et pourtant, la communication est le tuyau essentiel qui conduit votre intention pour qu'elle soit perçue, comprise et appliquée pour faire l'impact, comme nous l'avons dit. Alors, penser ensemble ne peut résider dans le seul échange, mais de manière plus efficace suppose de chercher à comprendre ensemble, mais aussi de mettre en place un langage de référence commun. La vraie question est donc comment rassembler nos collaborateurs dans une même direction, vers un même objectif, malgré la richesse de leurs différences naturelles de perception. Et la réponse, vous allez la comprendre avec l'exercice suivant. Regardez cette image. Vous avez tous reconnu la Joconde, Mona Lisa. Et pourtant, mon message n'est vraiment pas très clair. D'ailleurs, si j'avais montré cette image à un papou de Nouvelle-Guinée, peut-être qu'il aurait dit c'est des traits, ou s'il est médecin, un électroencéphalogramme, mais en tout cas, il n'aurait peut-être pas trouvé la Joconde. Moi, j'ai pris la précaution d'aller trouver une image qui était commune dans notre bibliothèque. Et donc, comme vous êtes allé chercher ces traits qui ressemblaient à rien, mais votre cerveau a fait de la reconnaissance d'images comme Google peut le faire, et il allait chercher ce qui ressemble le plus. Ça veut dire que moi, je n'avais pas un message qui était très clair, mais il a parlé à tout le monde de la même façon. Vous voyez comment je veux arriver aux valeurs. Et comme ici, vous devez créer un environnement dans lequel tous ceux qui vous entourent perçoivent la même vision, même à travers leurs différences culturelles qui peuvent déformer la réalité, déformer votre message. Ils doivent percevoir sans problème votre intention et finalement faire
à la fin ce que vous attendez. Et la réponse est l'établissement d'un cadre de référence commun, une liste de tableaux comme Mona Lisa commun. Et cette liste en entreprise s'appelle les valeurs. Et les valeurs vont permettre de réunir tout le monde. Elles nous permettent de faire le lien, d'ajouter une couche culturelle commune, comme Mona Lisa, un cadre de référence commun et partagé, une identité culturelle commune. J'appartiens à cette société, j'y adhère, quelle que soit ma fonction, mon statut, ma génération ou mon métier. C'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Les valeurs collaboratives servent à clarifier l'état d'esprit, le mindset, audace, confiance, etc. et les attitudes que les employés doivent incarner pour réaliser la vision et bien travailler ensemble. Les valeurs sont les principes omniprésents dans l'entreprise, comme un air culturel supplémentaire que nous respirons tous. Tous ceux qui sont dans l'entreprise ressentent, sont imprégnés. Et du coup, ça va guider la façon dont nous agissons, décidons et menons nos affaires avec tout le monde. Les principes sur lesquels l'ensemble de l'entreprise fonde ses décisions stratégiques et qui constituent finalement son ADN et sa culture d'entreprise. Ce sont les valeurs communes que vous portez et vous partagez qui seront le ciment interculturel, le langage commun, le langage de tous. Et d'ailleurs, quand vous croisez dans des séminaires des gens qui ont travaillé chez Xerox, chez General Electric ou chez Siemens ou chez Toyota, vous les reconnaissez tout de suite. Ils ont cette culture, comme vous reconnaissez tout de suite quelqu'un qui vient d'un pays spécifique. Et l'intérêt, c'est d'aller chercher la culture à mettre en commun pour que finalement les gens puissent réfléchir de la même façon. Et je vais vous donner un exemple, je vais vous l'illustrer. Je dis aujourd'hui à ma centrale d'achat, achetez s'il vous plaît l'ordinateur le moins cher possible. Que vont-ils faire? Pour me faire plaisir, dans un sens de solidarité avec moi, et pour bien faire leur travail, ils vont simplement aller chercher sur Internet le moins cher possible. Maintenant, si je leur dis, rappelez-vous quand même que mes valeurs sont la bienveillance et le respect de l'humain, alors mon service achat va dire, je vais chercher sur Internet l'ordinateur le moins cher possible, mais je vais faire attention qu'il ne soit pas fabriqué dans un pays où on fait travailler les enfants, dans un pays où les gens sont réduits en esclavage, parce que sinon, ce n'est pas les valeurs de Stéphane. Donc, limitant son choix par mes valeurs, comme guider les rives d'une rivière, ils vont réduire leurs possibilités de choix pour avoir le langage commun. Ça veut dire que moi, quand j'ai émis mon intention, j'ai dit juste achète l'ordinateur le moins cher. Je n'ai pas eu besoin de dire achète l'ordinateur le moins cher, mais fais attention qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas là. Ce n'était pas la peine puisque nous avons les mêmes valeurs. Et donc, ils ont bien réalisé ce que je voulais de façon précise. Ils ont bien acheté un ordinateur éthique. Et c'est comme ça que fonctionnent les valeurs. En réalité, ça vous permet effectivement d'avoir dans l'équipe moins de choses, moins de temps, moins d'énergie à dépenser pour que les gens, finalement, réalisent du premier coup ce que vous voulez faire. Et construire une vision commune, une culture partagée, votre culture d'entreprise, votre système de valeurs, c'est la condition pour avancer ensemble. Tous vos talents doivent regarder votre lune. Même pour certains, peut-être d'entre eux, ils trouveront le chemin des étoiles, mais tout en gardant la richesse de leur multiculturalité. Je ne demande pas qu'ils s'alignent en rabaissant leur culture, je demande qu'ils rajoutent cette culture d'entreprise, au-delà de ce qu'ils ont déjà. Et la richesse est complémentée. Et la cohérence stratégique, c'est avant tout une cohérence humaine. Vos collaborateurs doivent donc comprendre le sens commun de leur action, le pourquoi de l'entreprise. Et le partage de vos valeurs constitue un socle commun qui soutient votre stratégie et contribue à son impact. Alors parlons d'ailleurs, en parlant d'impact, des autres impacts des valeurs. En philosophie, on dit que les valeurs humaines sont les valeurs qui créent le lien à l'autre
en touchant l'humanité de l'autre à partir de notre propre humanité, comme un miroir. Et ça nous amène à la notion de symétrie des attentions, ce qui permet aux managers de réduire l'écart entre leur intention et l'impact auprès de leurs collaborateurs. Et on va voir comment les valeurs partagées y contribuent. Le concept de symétrie des attentions postulait initialement que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à la qualité de la relation entre cette entreprise et ses propres employés. Sur ce principe, la symétrie des attentions porte l'idée suivante. Il est naturel de reproduire un comportement que l'on reçoit d'un groupe auquel on appartient. En réalité, ma grand-mère disait « qui se ressemble s'assemble ». Et quand il y en a un qui fait quelque chose qui te ressemble, tu vas faire la même chose que lui. Et pour aller plus loin, un chercheur américain qui s'appelle Harvey Einstein a décrit le principe de la preuve sociale et de la similarité. Alors, il ne l'a pas dit comme ma grand-mère, mais ça voulait dire la même chose. C'est l'idée qu'en sociologie aussi, il existe une symétrie des attentions. Et il commence par une première expérience. Pourquoi il commence par cette expérience d'ailleurs? Parce que, j'ouvre une parenthèse, il est américain, il est à Manhattan et il entend à la radio un commentateur dire « Oh là, il y a eu beaucoup de suicides d'adolescents depuis qu'il y a un livre qui s'est vendu à beaucoup d'exemplaires, un best-seller. Et d'ailleurs, les adolescents qui se suicident ressemblent vraiment aux héros du roman qui se suicident dans le livre. » Il dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ce que les gens font et ce qu'ils ont lu des gens qui leur ressemblent? Alors, il prend un portefeuille. En réalité, il n'en prend pas un, il en prend 500. Dans ces portefeuilles, il glisse 2 $, il glisse une carte de visite pour savoir à qui appartient le portefeuille, des cartes bleues, et il met une petite lettre. Cette petite lettre dit « J'ai trouvé votre portefeuille et je vous le rends, je le mets à la poste. » Sauf que pas de chance, évidemment, les gens perdent le portefeuille par terre. Donc, quand vous trouvez le portefeuille dans Manhattan, vous ouvrez le portefeuille et vous dites « Ah, il y a quelqu'un qui voulait le rendre. » Évidemment, l'expérience, c'est de savoir si on va plus le faire quand les gens nous ressemblent ou pas. Donc, Harvey Einstein, sur 500 portefeuilles, il prend 250 lettres où il écrit en bon américain, parce qu'il est américain. En bon américain, je vais trouver votre portefeuille et je vais vous le rendre. Et 250 portefeuilles où il est écrit « Moi, arrivé dans pays à toi et te rendre portefeuille. À bon entendeur, je suis un étranger et j'allais te le rendre. » Donc, en réalité, les 500 portefeuilles sont les mêmes. Je les trouve au centre de Manhattan. Je suis supposé être américain. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rendre le portefeuille comme la personne juste avant allait le faire ou je ne vais pas le rendre? Et est-ce que je vais plus le rendre parce que la personne me ressemble ou pas? La réponse est immédiate. 70% des portefeuilles qui étaient avec une lettre en bon américain ont été renvoyés par des Américains, alors que seulement la moitié ont été renvoyées par des Américains quand elles n'étaient pas écrites par des gens qui leur ressemblent. Donc, ils commencent par déduire la première chose, on a une tendance à faire la même chose que les gens qui nous ressemblent, en particulier quand les gens nous ressemblent beaucoup. Et donc, il décrit qu'il y a 2 fois plus de chances quand je suis manager pour que les gens fassent comme moi, dans le même esprit que moi, si j'ai fait en sorte qu'on ait quelque chose en commun de solide, une culture commune, des valeurs communes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a 2 fois plus de chances d'engager la symétrie des attentions si effectivement on a les mêmes valeurs. Alors, comment ça marche? Mais en réalité, suivre les autres, c'est la stratégie la plus facile. Et notre cerveau adore la simplicité. Il aime se simplifier la tâche. C'est ce qui a permis à l'espèce de survivre
en installant ce type d'attitude sociale, sécurisante. Je fais avec ma tribu, je réagis comme ma tribu. Vous savez, c'est un peu comme les poissons dans l'eau, quand le thon arrive, les sardines bougent en même temps. On est fait pareil que les sardines dans ce cas-là. Donc, en réalité, pour rester dans l'analogie avec les poissons, nous avons dit en introduction qu'inventer de nouvelles combinaisons face à de nouveaux problèmes implique d'établir des nouvelles connexions entre les nouvelles idées. Que pour faciliter cela, le manager doit aider ses collaborateurs à combiner les différentes compétences et à dépasser leurs limites pour bénéficier de la richesse de leur diversité. Mais ça veut dire sortir de sa zone de confort. Je dois stimuler la curiosité. Et sortir de sa zone de confort, ça permet d'éviter aussi l'ennui et la monotonie. Ça limite le burn-out, c'est-à-dire la perte de sens. Quand les gens s'ennuient, d'ailleurs, dans la législation française, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un s'ennuyer. Vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous le mettez au fond du couloir sur une chaise en disant « je te paye à rien faire », c'est interdit. La stimulation fait partie des nécessités humaines. Et le défi consiste donc à créer les conditions nécessaires pour que les gens puissent exciter leur curiosité, sortir de leur zone de confort, mais sans se sentir en danger. Parce qu'évidemment, quand on sort du confort, on tombe dans l'inconfort. Et l'inconfort, on peut le ressentir comme un danger. Et le succès d'une équipe dépend en grande partie du fait que ses membres aient la conviction que l'équipe est sûre pour la prise de risques interpersonnels. Et quand est-ce que je me sens rassuré par les gens qui sont autour de moi? Quand ces gens me ressemblent, quand j'ai des choses en commun avec eux. Et encore là, c'est le rôle des valeurs partagées. C'est exactement ce qui nous permet, quand nous sommes petits, entourés de nos parents, d'apprendre par l'échec. Dès le plus jeune âge, on essaye de marcher, de faire du vélo, comme mes petits-enfants que j'ai mis en photo ici. Et l'absence d'un modèle structuré fait que chaque nouvelle tâche peut être un mystère à explorer, ça c'est génial, des solutions inventées, ça c'est génial, mais il ne faut pas se ressentir en danger. Comme d'ailleurs mon autre petit-fils, lorsqu'il rentre sur le tatami pour faire du judo, il ne connaît pas les autres. Il sait qu'il va se battre, faire un sport de combat avec les autres, mais il ne ressent aucun danger, il est rassuré. Et vous savez pourquoi? Parce que toutes les personnes autour de lui ont le même uniforme, celui du judoka, et partagent les mêmes valeurs, celles du sport, celles du judo. Alors il peut se tromper, il peut inventer, il peut se dépasser. Et c'est ça que nous voulons en management. Encore une fois, en condition de similitude, la probabilité de commettre une erreur est réduite. Et donc, je peux inventer, je peux aller plus loin et savoir que les valeurs similaires aux nôtres sont partagées par le groupe est une des conditions nécessaires pour se sentir dans un environnement émotionnellement rassurant, sûr, tranquille. Et la sécurité affective est une porte ouverte sur l'autre et témoigne de notre disponibilité, de notre engagement, une base qui assure la stabilité de la relation. Et un petit secret entre nous, c'est le baromètre de votre communication. Un grand auteur du management, Simon Sinek, dit que si quelqu'un ose lever le doigt pour demander de l'aide, s'il ose lever le doigt pour dire j'ai fait une erreur, alors ce dirigeant a créé un environnement dans lequel ses employés se sentent bien, se sentent en sécurité pour eux-mêmes. Un environnement où ils peuvent être eux-mêmes, mais encore plus important, où ils peuvent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, vous pourrez attendre de bénéficier de leur meilleur potentiel. Et puis, c'est un environnement dans lequel ils peuvent réaliser un de leurs 5 besoins de Maslow, le besoin onirique, le besoin de rêver. Et la génération Z réclame ce besoin de rêver. Si vous leur proposez un métier dans lequel ils ne se projettent pas en rêvant, alors ils ne resteront pas, ils partiront. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de valeurs, mais je vous ai parlé aussi de valeurs éthiques. Alors regardons ensemble comment les valeurs éthiques sont encore plus puissantes. Encore une expérience d'Einstein. Il se dit, tiens, maintenant que j'ai prouvé qu'on rendait plus par mimétisme social les portefeuilles quand on se ressemblait, et si la lettre était plutôt positive,
et une autre plutôt négative. Qu'est-ce qui se passerait? Alors, il fait une autre expérience. Il reprend 500 portefeuilles. Dans chaque portefeuille, il met encore 2 $, une carte de visite, les cartes bleues. Il met une lettre, cette fois-ci tout le temps écrite en bon américain, donc il n'y aura plus de différence là-dessus. Mais la première lettre est éthique et dit « Merci de me donner l'occasion de faire une bonne action. Je suis heureux d'avoir trouvé votre portefeuille et de vous le rendre. » L'autre lettre, toujours écrite en bon américain, mais dit « En substance, vous m'avez fait perdre mon temps, vous m'avez saoulé, mais je vous rends quand même votre portefeuille. » Donc une lettre qui est éthique et l'autre qui ne l'est pas. Surprenant, 6 fois plus de retours par mimétisme quand la lettre est positive et éthique. Ça veut dire que les valeurs éthiques que je porte en entreprise vont engager 6 fois plus fort la symétrie des attentions si mes valeurs sont partagées et qu'elles sont éthiques. C'est-à-dire que je peux m'attendre à ce que mon intention soit 12 fois mieux comprise et exécutée que si je n'avais pas mis en place des valeurs éthiques. Alors, quel est l'impact global des valeurs éthiques? Les valeurs éthiques répondent au pourquoi. Et ça, c'est important parce qu'elles sont indissociables de l'affect. Rappelez-vous, ce sont les valeurs humaines que nous échangeons. Et l'important en motivation, en management émotionnel, c'est de répondre au pourquoi. Et pour paraphraser encore une fois Simon Sinek, il dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites ». En management, on va dire « Les gens vous suivent mieux et plus loin lorsqu'ils adhèrent à ce pourquoi vous le faites ». Et le pourquoi est ancré dans le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, c'est le deuxième cerveau. Et c'est un sacré levier pour emmener les gens. D'ailleurs, vous pouvez considérer qu'un manager a un immense impact émotionnel sur les gens qu'il dirige. Jean-Paul Sartre disait « L'émotion est une certaine manière d'appréhender le monde et un manager appréhende son équipe avec les émotions. Le manager doit, à l'aide de son système de valeurs éthiques qui porte l'émotion, créer une communauté émotionnelle positive, éthique, qui est la condition du bien-être au travail, donc de la motivation au travail. » Et je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire du tailleur de pierre? Ben, je vais vous la raconter. C'est un monsieur qui se balade et il voit 2 personnes en train de tailler des cailloux. Il y en a un qui fait la tête et l'autre qui est content. Il s'approche de celui qui fait la tête et il lui dit « Bonjour, excusez-moi, mais vous êtes en train de faire quoi ?» Il lui dit « Mais vous voyez bien, je suis en train de tailler des pierres. » Il dit « Et alors ?»« Eh bien, j'ai mal aux mains, il y a de la poussière partout, il fait chaud, vivement la fin de la journée. » Oh. Il fait 10 mètres, il s'approche du monsieur qui, lui, est en train de tailler des pierres, mais qui a le sourire. Il l'observe. Il lui dit « Excusez-moi, mais vous êtes en train de tailler des pierres ?» Et il fait « Non, moi je construis une cathédrale. » Et c'est ça le management émotionnel. Et Saint-Exupéry disait « Si tu veux construire un bateau, n'explique pas aux gens comment faire. Donne-leur simplement le désir de la mer. » Ainsi, la perception du sens, de la finalité supérieure, qui est incarnée par des valeurs éthiques, vos valeurs éthiques qui portent la mission, ça génère une émotion qui apporte des résultats surprenants. Répondre au pourquoi est un levier très puissant et les valeurs éthiques d'une entreprise, sa culture, sa mission y contribuent grandement. Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Alors, pourquoi préférer des valeurs éthiques? Maintenant qu'on a vu comment ça marche, mais est-ce qu'on a réellement le choix? La réponse est non. Votre gestion éthique vous offre un réel avantage concurrentiel parce que le système de valeurs de votre entreprise doit être soutenu par l'ensemble de vos employés, mais aussi identifié et reconnu par vos clients. Et les clients font très attention, de plus en plus attention, surtout avec les réseaux sociaux. Les clients sont interconnectés et vérifient vos valeurs. Les entreprises doivent de plus en plus s'engager en faveur de l'éthique et mesurer leur succès au-delà de la simple rentabilité en termes de coûts de production. Elles sont de plus en plus jugées sur la base d'un triple bilan. People, Planet, Profit. Les entreprises rendent compte de leur performance financière, sociale, environnementale.
Par exemple, l'indice de durabilité Dow Jones compare les entreprises et rend compte de leur performance sur la base de ce triple bilan. Ce type de rapport reconnaît que les entreprises doivent faire des bénéfices pour survivre, ce que nous avons dit au début, mais encourage, pour ne pas dire oblige également, une conduite éthique durable dans les affaires. Alors, bien sûr, certains types de valeurs sont proches de l'universel, même si elles ne sont pas souvent respectées partout. Par exemple, mettre sciemment en danger la vie des travailleurs ou tromper ses clients, ce n'est pas éthique. Mais attention aux variations culturelles. Dans la définition des valeurs éthiques, appliquer la philosophie à l'éthique des affaires pour définir votre système de valeurs n'est pas une tâche simple, en particulier sur un marché mondial où les notions de bien et de mal sont quelquefois dans le gris culturel. Et certaines valeurs sont quelquefois même contradictoires. Je vous donne un exemple, et ça a été démontré par Fons Trompenaars, qui est un ponte de la multiculturalité. Il pose la question à ses étudiants. Il montre cette image et dit, imaginez, vous êtes assis à côté de votre meilleur ami qui conduit une voiture. Il va trop vite dans la ville. Il roule à 70 km/h alors qu'il ne faudra rouler qu'à 50. Il ne fait pas attention. Et il a un accident, il tape un passant et il le blesse. La police arrive. La question de Trompenaars est, selon vous, votre ami attend quoi de votre témoignage à la police? Pour résumer, est-ce qu'il attend que vous disiez, bah oui, rouler à 70 km/h, c'est pas bien, ou que vous disiez, oh non, moi je ne sais pas, mais jamais au-dessus de 50 km/h? Alors j'ai l'impression que vous et moi, on aurait répondu la deuxième. Et bah, votre réponse vous appartient. Parce que si vous parlez à des Suisses ou si vous parlez à des Canadiens, eux, ils vous diront, mais vous êtes fous, la question ne se pose même pas. Bien sûr qu'il faut dire qu'il roulait à 70 km/h. Comment pouvez-vous penser l'inverse? Et puis si vous allez au Venezuela, si vous dites 70 km/h, le gars vous tue parce que c'est inadmissible que vous dénonciez son copain. Donc vous voyez que les valeurs culturelles, éthiques, ne doivent pas être confondues avec la morale. La morale dépend de la culture, l'éthique est universelle. Ça veut dire qu'il faut à la fois établir des valeurs culturelles, éthiques, professionnelles communes, mais aussi prendre compte les variations culturelles pour guider notre communication et rallier tous les gens à notre cause sans heurter leur identité. Alors, voyons comment utiliser ces valeurs éthiques dans notre management. Premièrement, les valeurs éthiques doivent servir votre positionnement stratégique. Et en tout état de cause, ne pas rentrer en conflit avec les valeurs de votre cible marketing. Vos valeurs éthiques sont à classer dans les forces de votre SWOT. Et définir vos valeurs éthiques et les publier sont une réelle opportunité. Mais ça, nous en parlerons en conclusion. Une stratégie efficace est essentielle au succès d'une organisation, nous le savons. Et une bonne stratégie est la clé de la mise en œuvre réussie de la vision. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais une stratégie ne peut à elle seule conduire une organisation à une croissance et une réussite extraordinaire. L'environnement dans lequel vos collaborateurs évoluent peut limiter, c'est les interférences dont on parlait tout à l'heure, l'environnement dans lequel vos collaborateurs évoluent peut limiter ce qu'ils peuvent accomplir. Et votre culture, par chance, et le paysage sur lequel vous exécutez votre stratégie. Donc, les valeurs, pour servir l'impact, doivent faire partie d'un ensemble cohérent pour votre entreprise. Tout le monde doit respirer le même air, se sentir en sécurité, se sentir ressembler à tous les autres. Elle découle des deux concepts encore plus grands pour l'organisation, mais elle façonne également l'opérationnel. Chaque fois que nous sommes confrontés à un problème ou à un blocage, nous dit Robert Dilts, la solution se trouve à un niveau supérieur. Et comme par hasard, les valeurs occupent dans la pyramide de 10 une place centrale qui guide la stratégie. Et puis, les valeurs doivent être incluses dans vos outils de gestion au quotidien. Il ne s'agit pas de faire des théories, il s'agit de faire de la pratique dans nos entreprises. Et par exemple, recadrer un des collaborateurs qui s'égarait en l'interrogeant sur la cohérence entre son comportement et les valeurs partagées.
Et il est même conseillé dans ce contexte de les afficher lors de l'entretien d'embauche. Je coachais il n'y a pas longtemps des directeurs d'EHPAD, hein, des établissements pour les personnes âgées en Europe, et ils affichent leurs valeurs juste derrière eux. Comme moi ici, mon tableau d'une amie qui l'a calqué de dessins préhistoriques. Tout le temps, la même chose, qui fait que quand les gens arrivent, ils savent de quoi on parle, ils savent ce que l'on fait ici, ils connaissent nos valeurs. Et puis, ils sont d'accord pour rester ou ils ne sont pas d'accord, ils ne restent pas. Et en tout cas, c'est opposable par la suite. Et il en est de même pour le burn-out. Vous savez, les gens qui perdent confiance, ceux qui s'ennuient, ceux qui travaillent moins bien pour des raisons psychologiques. Il est toujours utile et efficace de remettre les valeurs au centre des échanges, leur rappeler qu'on partage quelque chose en commun. Et puis, il y en a même qui pensent à ajouter des primes à mesurer comment les gens portent les valeurs. Il s'agit, par exemple, de donner une prime à quelqu'un qui va aider un de ses collègues à réussir pour que l'équipe gagne, plutôt que de ne lui donner des primes que quand lui, il travaille bien. Imaginez sur un terrain de foot, vous ne donnez pas une prime à l'arrière qui a fait la passe à l'attaquant parce que vous ne mesurez que les buts. Ben finalement, votre équipe ne va pas marcher puisque tout le monde voudra marquer un but. Enfin, les valeurs occupent une place centrale dans votre management qui en guide l'exécution. Les valeurs de votre entreprise doivent être portées par tous vos collaborateurs, car ce sont eux qui vont les faire vivre ou au contraire les abandonneront. Alors, valeur interne ou valeur externe? Vos valeurs éthiques définissent votre image de marque, donc votre attractivité sur le marché, qui est de plus en plus volatile, on en a parlé en introduction. Mais vos valeurs éthiques définissent aussi votre marque employeur. En interne, les gens ne quittent pas leur emploi, ils quittent une culture toxique. Vos valeurs internes et externes doivent être porteuses de la même éthique, même si elles doivent être adaptées à chaque public. Et encore faut-il bien communiquer sur le sujet, car vos valeurs internes sous-jacentes sont tout aussi visibles dans ce monde des réseaux sociaux. Et c'est un piège que l'on peut voir dans toutes les actualités. Ici, je vous montre une de nos anciennes candidates à la présidence qui est arrivée en Chine, par exemple, en blanc, qui est un symbole de deuil, ou des chaussures qui ont été faites pour un pays musulman avec le drapeau imprimé sur la chaussure, pensant que comme dans des pays occidentaux, ça serait une bonne image, alors qu'évidemment, la chaussure est quelque chose de souillé dans la culture musulmane, et donc il ne faut pas mettre le drapeau, qui est un symbole du pays, sur quelque chose de souillé qu'on enlève même avant de rentrer pour la prière. Alors, en conclusion, sachons que les valeurs d'une entreprise sont des principes incontournables pour notre façon d'agir, de décider, de conduire nos affaires vis-à-vis de tous, des principes éthiques, sociétaux sur lesquels l'entreprise se base pour évoluer, prendre ses décisions stratégiques et qui finalement constituent son ADN. Et la perception du sens, de l'objectif supérieur incarné par les valeurs éthiques et la mission génère une émotion qui donne des résultats surprenants. Et répondre systématiquement au pourquoi, avec soin et en gérant les émotions, est un levier très puissant. Et finalement, les valeurs définissent un chemin entre les besoins de Maslow et les facteurs de motivation de Herzberg, que je vous invite à étudier, mais ça, vous le verrez dans notre MBA. Et les valeurs de notre entreprise nous rendent cohésifs, nous rendent résilients, alimentent notre performance et forgent notre identité, tant en interne qu'en externe. La vision que portent les valeurs éthiques est une opportunité unique de redéfinir l'identité d'une entreprise et placer notre système de valeurs au cœur du management est le meilleur avantage concurrentiel qu'une entreprise puisse créer, car c'est quasiment impossible à imiter. Et j'en ai fait l'expérience pendant plus de 20 ans. Il y a une vraie symétrie des attentions. Et les valeurs éthiques que vous portez ont des effets réels, un levier très puissant de dynamisation et de cohésion dans le management. Lorsque vos collaborateurs sont heureux, ils peuvent augmenter leur productivité jusqu'à 30%. Ils sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus fidèles et beaucoup plus créatifs. Et ça marche aussi pour les clients. Fidélité et recommandation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos questions. C'était un plaisir pour moi de partager tout cela avec vous.
Stéphane. Merci. Déjà, je pense qu'on va permettre aux différents participants d'avoir la possibilité de poser des questions. Je vais donc me permettre d'activer les micros de Ahmed Ndao. Mais avant donc de passer la parole à nos différents participants, Stéphane, je voudrais te poser la première question. Comment les valeurs d'une organisation peuvent-elles influencer concrètement les décisions managériales au quotidien? Eh bien, je vais te donner deux exemples. Le premier, je l'ai donné tout à l'heure sur la personne des achats, à qui tu vas dire « achète-moi le meilleur rapport qualité-prix ». S'il a des valeurs éthiques de respect de la personne humaine, il va donc automatiquement se limiter sans que tu lui dises et il ne va pas aller acheter un produit qui n'est pas fabriqué de façon éthique. Donc, quand je prends une décision managériale, c'est plus la peine de perdre mon temps à tout réexpliquer à chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, je te donne un deuxième exemple. Tu as dans ton équipe 2 secrétaires. Il y a une secrétaire qui déborde et il y a une secrétaire qui a un peu moins de travail parce qu'elles n'ont pas exactement le même travail. Si tu as développé la solidarité et l'entraide, eh bien, celle qui n'a pas beaucoup de travail, immédiatement, va venir aider l'autre. Si tu n'as pas cette valeur-là qui est ancrée, que tu n'as pas vérifié que les gens la partagent, il se peut que l'autre dise « moi, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas payé pour faire ça ». Voilà 2 exemples. Ok, super. Alors, Ahmed Ndao, si tu es là, tu peux poser des Bon, questions. Monsieur Malan, je voudrais poser une question. Allez-y, monsieur Lemay. Avec plaisir. Voilà. Déjà, merci à l'intervenant pour son brillant exposé. On a été vraiment nourris. On sentait que véritablement, c'est quelqu'un qui maîtrise son métier et qui maîtrise aussi la prise de parole. Donc, certains éléments, nous avons pris soin de noter certaines citations, tout ça, ce qui nous ont fait vraiment plaisir. Donc, on va les revisiter après encore pour les réutiliser ailleurs aussi au mieux, avec votre permission. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Maintenant, pour la question, vous avez dit tout à l'heure dans votre exposé, agir ensemble, c'est être ensemble. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Comment faire concilier ces individualités qui sont des caractères, somme toute, différents? Parce que dans l'entreprise, on n'a pas les mêmes caractères. Donc, comment travailler à concilier ces individualités qui sont des caractères différents? Votre question était comment, pour être ensemble, pour agir ensemble et que tout le monde se comprenne. Et mon explication était de dire que, comme pour la Joconde et Mona Lisa, l'important, c'est que les gens comprennent ce que je veux dire, mon intention, même si je ne parle pas à tout le monde de façon claire, parce que chacun a sa culture. Oui. Je donne un exemple. Prenons l'exemple de mon ami Jean-Claude du Cameroun. Et puis, je vais prendre un autre ami qui est Freddy, qui habite à côté de chez moi. Oui. Quand je suis à l'extérieur de l'entreprise, Jean-Claude m'appelle en disant « Stéphane, est-ce qu'on peut se voir ?» Je lui dis « Oui. » Ce n'est pas la peine que j'ouvre le portail. Ça veut juste dire « Est-ce qu'on peut se voir ?» Ça veut dire peut-être c'est dans un mois, peut-être c'est une semaine, ça veut dire « Bonjour, comment tu vas ?» Quand mon ami Freddy m'appelle en disant « Stéphane, est-ce qu'on peut se voir ?» Je sais que je peux ouvrir le portail parce qu'il est à 200 ou 300 mètres de chez moi, il est déjà en voiture en route et il demande si je suis là. Ça veut dire qu'en dehors de la société, dans le cadre amical, alors les mots ont un sens qui est interprété par chaque personne. Maintenant, j'ai travaillé avec Freddy et avec Jean-Claude. Et quand j'étais chef d'entreprise, quand je disais « il faut se dépêcher », il comprenait ce que ça voulait dire. Et Jean-Claude ne se disait pas « bon, ça veut dire qu'il faut que je le fasse dans un mois », et Freddy ne se disait pas « il faut que je le fasse dans la seconde ». Il se disait « s'il a dit il faut se dépêcher, il faut que j'aille regarder à quoi on a affaire, quels sont les attendus du client, quelles sont les pressions réelles, et donc je dois aller au mieux par rapport à cette pression réelle. » Et ce que Stéphane a dit, je sais comment l'interpréter à chaque fois. Et c'est en cela que les valeurs créent un langage commun. Voilà, okay. C'est un exemple. Merci beaucoup Stéphane.
J'aimerais aussi qu'on réponde à une préoccupation, mais ce qu'on remarque, c'est que on a vu certains grands managers faire les grandes écoles, les hautes études commerciales, etc., avec tout ce qui va, tout ce qui s'ajoute à la formation, pour le management, éthique, etc. Mais dans la réalité, ils n'arrivent pas à traduire ce qu'ils ont appris. Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes aussi un problème aussi de caractère qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? Qui fait que vous allez voir des managers qui ont un pouvoir jupitérien et qui peuvent véritablement casser les assiettes partout. C'est clair qu'il n'y a pas que les valeurs. Les valeurs sont juste un premier module. Un deuxième module est très, très important, c'est celui de la communication managériale. Oui, oui. Et la première des choses, c'est ne pas attendre que les autres soient à faire comme si nous, on l'avait fait. L'autre est l'autre parce qu'il est singulier. En réalité, l'autre est un humain, il fonctionne comme moi, mais il est singulier. Et donc, il ne va pas, par définition, faire comme si c'était moi. D'ailleurs, mon ami Jean-Claude dit, s'il était à ta place, il ferait comme toi, et comme il n'est pas à ta place, ne t'attends pas à ce qu'il fasse comme toi. Donc, le premier écueil, c'est de dire, bon, tu ne l'as pas fait comme moi, je l'aurais fait. Ben, ce n'est pas un sujet. C'est par définition, la personne ne va pas le faire comme nous, on voudrait qu'il le fasse. Par contre, ce qu'on veut, c'est que le résultat soit au rendez-vous. La deuxième des choses, dans ce lâcher-prise, c'est d'expliquer aussi que l'autre va être moins bon. Parce que par définition, il va le faire avec sa propre expertise, mais par rapport à mes métriques, il ne va pas avoir l'excellence que moi je veux à chaque fois. Les seuls moments où c'est comme ça, vous savez quand est-ce que c'est? C'est quand les gens fabriquent des fusées, quand ils fabriquent des bijoux de haute gamme, des montres. Mais ça veut dire que le manager, il passe toute sa journée avec l'artisan et il contrôle 10 fois. Or, nous, dans nos entreprises, on n'a pas le temps. Ce qui nous manque le plus, c'est l'énergie et le temps. Donc, on doit gagner du temps et de l'énergie tout en ayant le moins d'interférences par rapport à notre potentiel. Donc, je crée, par exemple, les valeurs, je crée un langage commun, etc. Si ça répond à voilà, votre question. Oui, ça répond. Merci pour votre réponse. Plus le management toxique, hein. Il y a des gens qui peuvent très bien aller chercher aussi leur propre ego, leur propre existence en piétinant les autres et finalement, les gens ne restent pas. Donc, il y a un grand turnover dans la société aussi où ils ne sont pas motivés. OK, merci Stéphane. Merci. Alors, je pose la question de Amen Dao qui a des difficultés avec son micro. Il demande en fait combien de valeurs minimales pourrait-on définir pour amener à fédérer le maximum de ses collaborateurs? Alors, je poserai la question à l'envers. Et la question est très intéressante. Et merci. Je poserai la question à l'envers en disant ce qu'il est intéressant dans les valeurs, puisque là, on avait une conférence, on n'avait pas une journée sur les valeurs. Hein. Mais ce qui est intéressant sur les valeurs, c'est de les faire définir par les gens qui travaillent. Comment plus porter les choses que quand on pense que c'est son bébé. Donc, le fait de faire rédiger les valeurs par les gens qui travaillent pour vous, qui sont des anciens, qui connaissent ce que vous faites, votre cœur de métier, eh ben, c'est très intéressant. Un, parce qu'ils se l'approprient, et deux, parce qu'ils vont réfléchir, co-construire avec vous, et ça, c'est l'intelligence collective que le manager va mettre en place. Ils vont co-construire ce dont on a besoin, ni plus, ni moins. Et ça répond à la question. Les gens vont savoir ce qu'il faut mettre en place pour qu'on se rappelle tous que nous, ici, on fait comme ça. C'est un peu comme l'ancien, quand vous arrivez comme stagiaire, et l'ancien, pendant la journée, vous explique ce qui se passe ici, comment on le fait ici, comment on pense ici. C'est exactement ça. Et ils vont en plus faire une petite phrase, et ça, c'est une bonne technique, demander à faire comme un petit slogan publicitaire. Par exemple, solidarité, faites une phrase. Chez nous, ça veut dire quoi, solidarité? Et tout le monde va réfléchir, va s'approprier et va le porter à tous les nouveaux en disant, chez nous, c'est comme ça. Très bien. C'est comme ça que moi, j'avais défini les miennes. Hein. Cohésion, responsabilité, respect, solidarité. Très bien. Et pour terminer, hein, je pense que c'est le seul qui a posé la question, le même, pardon.
Ahmed Daoudi, parlant de génération Z, est-ce que ce type de management est adapté pour l'Afrique? Est-elle la même génération chez vous? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Alors, je suis allé il n'y a pas longtemps à Tunis, qui est l'Afrique, mais au-dessus du Sahara. Mais juste avant, j'étais à Cotonou pour des raisons professionnelles, avant de fermer ma société, parce que j'ai été en réalité racheté par la plus grosse mutuelle française qui m'a mis à la retraite financière aujourd'hui. Donc, je ne fais plus que ce qui m'intéresse, l'enseignement et les conférences. Et il se trouve que je travaillais dans l'informatique médicale et je suis allé rencontrer le ministre de la Santé du Bénin. Et lorsque je suis arrivé, ils m'ont parlé, dans ces moments où on boit un café, où on fait autre chose, de la même problématique avec la génération Z. À Tunis, où je suis allé pour enseigner pour le Collège de Paris International, à Esprit, j'ai retrouvé des étudiants en master qui sont de la génération Z. Il se trouve que ma dernière fille est de la génération Z, elle a 22 ans. Et les sociologues me confortent dans mon idée parce qu'ils décrivent aujourd'hui, pour tous ceux qui font des études spécialisées sur la génération Z, que dans le monde entier, la génération Z a plus de points en commun que chaque personne de cette génération avec des gens plus âgés dans leur propre pays. Parce qu'ils sont interconnectés, parce qu'ils ont même une culture commune. Alors après, il y a des différences culturelles nationales, bien sûr, il y a des différences psychologiques, bien sûr. Il y a les différences liées au métier, bien sûr, mais il y a quelque chose en commun. Et par exemple, c'est l'envie de faire bien pour la planète, de faire bien pour les autres, l'envie d'être interconnecté tout le temps, l'envie d'avoir le droit à sa vie privée. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Voilà, ça c'est vraiment des grands éléments et d'être des grands ados qui fonctionnent à l'émotion en particulier. Le canal de communication avec les générations Z, c'est l'émotion. En résumé, si vous leur donnez envie, ils vont déplacer des montagnes. Si vous leur donnez pas envie, ils vont saboter le travail, voire ils vont partir. Merci Stéphane. Alors, comme je le disais, ce webinaire, c'est un avant-goût donc, du programme du Global MBA que nous faisons avec le Collège de Paris. C'est une thématique qui sera forcément développée dans le programme qui débutera à partir du 5 février. Alors, Stéphane, ton dernier mot, qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit en fait, de tous ces prospects que nous avons qui hésitent encore à s'inscrire pour le Global MBA? Je pense que par expérience, je peux en parler. On n'apprend pas tout seul. Il est impossible d'avoir le recul et les visions de toutes les personnes. C'est d'ailleurs ce que j'ai développé, hein. Il y a une richesse dans la diversité. Il se trouve qu'il y ait aujourd'hui une approche particulièrement bienveillante du management, qui est une approche que moi j'ai toujours eue spontanément, mais qui aujourd'hui se démocratise dans le monde entier. C'est le care management, qui passe par la compréhension du fonctionnement de l'humain, du comportement humain. Et ça, on ne peut pas en acquérir toutes les expériences de tous les chercheurs seuls, par définition. Donc, comment bien manager et comment réussir à valoriser sa boîte à plusieurs millions d'euros comme j'ai pu le faire? Il faut apprendre des autres, apprendre les émotions et comment s'en servir, apprendre le leadership, apprendre le management, apprendre les relations entre les gens, mais apprendre aussi la gestion, apprendre la vision stratégique, comment réfléchir, s'inspirer de Sun Tzu il y a moins de 500 ans, mais à la fois s'inspirer de Mark Zuckerberg aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail qu'on ne peut faire seul. On n'apprend bien qu'avec les autres. Et pour apprendre avec les autres, rien de tel qu'un programme fait par des gens qui sont de très haut niveau, vous. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je pense que là, on a terminé pour la deuxième partie. On va donc laisser le soin maintenant à M. Lemay de nous parler un peu donc du parcours du MBA, bien entendu, d'aborder les questions pédagogiques liées à ce programme que nous faisons avec le Collège de Paris. M. Lemay, vous avez la parole. Bonjour, M. Malan, et déjà merci à notre conférencier Stéphane pour des raisons techniques qui nous a posé un lapin gris. Voilà, pour des raisons techniques. Vraiment, nous sommes IBS, Atlantic International Business School, et notre partenariat avec le Collège de Paris est appuyé par notre bonne foi, notre expérience également,
le PDG Fousseni Koné, qui est un enseignant lui-même de formation, et donc qui a mis tout son dévolu, tout son cœur vraiment à cet ouvrage. Donc, vous profitez déjà d'expériences de personnes qui ont le cœur à l'ouvrage, des gens qui véritablement ne veulent pas jouer avec votre avenir, mais qui eux-mêmes aussi sont du sérail de la formation. Et donc, sur ce fait-là, je pense qu'on est bien parti, déjà parce que tout part de ce qu'on veut faire, tout part de nos émotions, tout part de nos motivations. Si nos motivations sont sincères, je pense que toutes les données seront réunies pour que les choses aillent pour le mieux. Et concernant les formations de parcours MBA, il faut le dire, pour ces formations-là, vous avez à avoir un bac plus 3, donc comme M. Manon l'a dit tout à l'heure. Mais je voulais ajouter, certainement, certains n'auront pas le bac plus 3, mais on va étudier le dossier au niveau de la pédagogie. Si vous avez déjà 2 ans d'expérience, minimum 2 ans d'expérience en matière managériale, en matière commerciale, vraiment des années avérées en termes d'expérience professionnelle, sur l'étude de votre dossier, on verra comment vous introduire aussi pour la formation pédagogique. Et donc, c'est une année académique. Et donc, vous aurez, comme l'intervenant l'a dit tout à l'heure, un droit à des cours qui sont dispensés autant par les intervenants en Côte d'Ivoire que par les intervenants du Collège de Paris et d'autres personnes de ressources qui ont qualité, qui ont pion aussi en matière éducative et qui sont reconnus pour l'intégrité, pour leur expertise aussi dans leur domaine de formation. Et donc, en la matière, vous avez le Global MBA, vous avez aussi le MBA en Data Science et Intelligence Artificielle. C'est que, véritablement, c'est le temps de l'intelligence artificielle. Donc, il faut véritablement, pour ceux qui sont intéressés, saisir cette perche qui vous est tendue pour pouvoir développer vos compétences en la matière, compétences managériales, compétences aussi numériques aussi. Nous avons le MBA en santé, sécurité et environnement que nous donnons et nous vous invitons véritablement à vous inscrire. Le MBA en supply chain management. Voilà, le MBA en supply chain management. Donc, voici le MBA dans lequel vous pouvez vous inscrire pour vos différentes formations. Et donc, nous sommes là à Cocody Danga, Abidjan, Côte d'Ivoire. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, de quelque lieu que vous trouviez, nous avons une plateforme de formation qui est disponible techniquement et qui pourra être à votre service pour votre formation. Donc, voici un peu en quelques mots. Voilà, puisque nous devons rester dans la fourchette de temps de 1h30 minutes. Voilà, voici en quelques mots. Mais pour des informations complémentaires, priez prendre attache avec le service commercial marketing, voilà, qui vous mettra en contact avec nous. Vous pouvez vous déplacer, comme vous pouvez être en ligne aussi, bien nous appeler pour que nous puissions donner de plus en plus d'informations. D'ici là, ça, c'est juste en quelques coups de crayon, présenter les tableaux un peu de nos formations, vraiment en résumé. Voilà, pour ceux qui vous donnent des détails, vous êtes prié de nous contacter pour qu'on puisse donner de plus en détails. Voilà, je vous remercie. Donc, M. Malan, voilà, je vous tends la perche. Merci. Juste une petite notion, si jamais vous voulez mettre la vidéo que nous venons de faire en ligne sur votre site pour que les gens puissent voir de quoi il s'agit, c'est avec grand plaisir et toute mon autorisation. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à vous. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à M. Lemay. Je pense qu'on a terminé. Pour ceux qui souhaiteraient avoir de plus amples informations sur le Global MBA, nous sommes ouverts. On pourra vous les envoyer par mail, la liste des modules et autres, la qualité des enseignants, tout et tout, pour que vous ayez une idée claire de ce qui se fera cette année dans le cadre de ce programme de formation. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.